Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, rediffusion mardi 20h. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour, bonsoir, selon vos heures et zones d'écoute. Nous sommes ravis de vous savoir toujours nombreux à l'écoute de Gabon Politique, une émission de promotion du débat démocratique dans notre pays et qui est née au mois de juillet 2019. Ça fait donc un an. Pour marquer ce premier anniversaire, nous avons fait de façon stratégique un choix. Nous avons choisi d'inviter un ministre de la République, lui aussi chargé de promouvoir un indicateur important de la démocratie, la gouvernance. Il s'agit de Maître Francis Keyanzigé, ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Notre invité est également membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour le compte de la province du Wellington. Monsieur le ministre Nkeya, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? D'abord, félicitations pour votre reconduction au gouvernement, dirigé cette fois par une dame. Merci beaucoup. Et comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, nous sommes ravis de la promotion des femmes en général. Vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes à des responsabilités très élevées. C'est véritablement la destinée de la femme. Et nous en sommes très ravis. Je suis Claudette Eworé, avec moi Achille Mwanda Moussoti. Achille, bonjour. Bonjour Claudette. Monsieur le ministre, l'émission va durer moins d'une heure d'horloge. Mais avant d'engager le débat, nous vous rappelons l'esprit et le but de ce rendez-vous hebdomadaire sur Radio Gabon. En effet, l'émission qui existe depuis un an déjà est une tribune que la chaîne nationale offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au débat public sans distinction d'appartenance idéologique ou de camp politique. Le but étant de permettre à ces acteurs de partager leurs visions et convictions en faveur du développement de notre pays et surtout pour garantir la vitalité de notre système démocratique. Ce lieu d'échange se veut donc constructif et sans tabou. Les questions sont ouvertes, parfois embarrassantes, mais elles s'inscrivent dans la logique du devoir de vérité et de responsabilité de notre profession, tel le décrivait Albert Londres, journaliste français, que je cite: « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Fin de citation. Un commentaire à ce niveau, monsieur le ministre? Non, pas de commentaire. Alors, nous allons passer à la première partie qui est consacrée au sujet d'actualité avec vous, Achille. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, il y a explosion de nouveaux cas de Covid-19 sur des sites pétroliers au Gabon. Ce rebond serait, semble-t-il, la défaillance du système, du dispositif de détection du virus. Alors, quel regard vous jetez déjà sur cette pandémie dans notre pays? Bon, je ne suis pas très bien placé pour vous dire ce qui se passe. C'est le ministre de la Santé qui peut vous dire exactement ce qui se passe, mais en tant que regard des membres du gouvernement, d'un profane, moi je pense que ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien depuis trois mois. Moi je pense que ça va depuis le mois de mars jusqu'à fin juin, ça va très bien. On va voir aussi jusqu'à fin juillet ce que ça va nous donner comme orientation. Mais je crois que les indicateurs sont bons. Les indicateurs sont bons. Bon, même si certains pensent qu'il y a eu un regain depuis ces dernières 48 heures, mais je pense que c'est peut-être, on appelle ça un accident de parcours, mais je pense que les choses vont s'améliorer.
Monsieur le ministre, l'actualité est également dominée ces derniers jours par la naissance prochaine d'une coalition de l'opposition autour de René Ndémézo-Obiang, selon plusieurs sources, pour faire barrage aux candidats du parti au pouvoir. Que dites-vous à ce sujet? Je ne suis pas au courant de ça, mais ça m'étonnerait parce que depuis le dialogue politique, on avait signé des accords. Au cours du dialogue politique, et je me rappelle très bien que j'étais à cette époque-là ministre en charge du dialogue politique. Nous avons signé des accords et au sein de ces accords-là, il avait été décidé que le parti de René Ndémézo avait signé les accords, qu'il devait accompagner le président de la République. Il restait dans l'opposition, mais il s'était engagé à accompagner le président de la République dans son action. Donc ça m'étonnerait qu'une plateforme puisse se faire autour de lui. Accompagner le président de la République, voilà. Étant dans la machine, l'appareil qui travaille, qui est proche du président de la République, comme le gouvernement. Or, le dernier gouvernement, il n'y a aucun membre de son parti. L'avant-dernier gouvernement, il n'y a aucun membre de son parti, d'où un peu sentiment de frustration. Nous avons reçu un membre de ce parti. Non, ça n'a jamais été codifié de cette manière. Ils se sont engagés mutuellement. C'est-à-dire ces partis de l'opposition-là avec les partis de la majorité à soutenir le président de la République. Mais il n'a pas été dit qu'ils devaient le soutenir à la condition qu'il soit au gouvernement. Mais la politique, c'est pas la parole de Dieu. Le gouvernement, c'est... Il y a des contreparties. Il y aura des contreparties. Il y a déjà une contrepartie, c'est que ce parti est représenté au niveau du Conseil économique et social. Ce parti a plusieurs fois siégé au gouvernement. Et vous savez, le gouvernement, ça relève du seul pouvoir du président de la République et du Premier ministre. Je ne pense pas qu'ils ont oublié. Ils connaissent, ils le savent parfaitement. Et ils vont très certainement réagir. Donc, moi, je ne pense pas que ça puisse être une raison parce que ça n'a pas été acté de cette manière-là. Quand vous regardez les accords, je peux vous produire une copie des apports les apports d'Angondje. Et il a été tout simplement dit que tous ces partis politiques-là, de la majorité et de l'opposition qui ont participé au dialogue politique, devaient soutenir l'action du président de la République. Bon, si vous voulez qu'on fasse la comparaison, autant ce parti-là a un président au Conseil économique et social et pas de membres du gouvernement, mais il a toujours eu des grands membres, des membres du gouvernement avec des portefeuilles importants, bien avant. Autant le PSD aussi s'était engagé. Ils ont eu un vice-président, aujourd'hui ils n'ont plus de vice-président. Ils ont un membre du gouvernement. Mais ils ont un membre du gouvernement, vous voyez. Donc c'est un peu comme ça, le soutien est mutuel. Et c'est le chef de la majorité qui apprécie la nature du soutien. Mais le chef est bien conscient qu'il doit les soutenir. Eux aussi, ils sont très conscients qu'ils doivent soutenir le président de la République au regard des accords que nous avons signés tous à Angondje. Donc, c'est un dossier que je connais parfaitement bien, puisque c'est moi qui ai rédigé ces accords. Au sortir de là, nous avons sorti ensemble la Constitution actuelle. Et c'est moi qui ai soutenu la Constitution actuelle, la Constitution de 2018. J'étais à l'époque ministre de la Justice. C'est moi qui ai défendu ce dossier au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et c'est moi qui ai fait adopter jusqu'au Congrès. Le Congrès, c'est un peu quand les deux chambres se réunissent. Donc c'est un dossier que je connais parfaitement bien. Donc la quintessence de cette Constitution est la résultante de tout ce que nous avons arrêté ensemble au cours de ces dialogues-là. Et dans l'esprit, il avait été dit que tous ces partis politiques-là devaient soutenir le président de la République. Et en contrepartie, le président de la République aussi devait les soutenir. Mais il lui appartient à chaque fois d'apprécier la nature du soutien. Donc, qu'ils ne pensent pas qu'ils ont été oubliés, personne n'a été oublié. Le président de la République est parfaitement conscient de ces accords. Peut-être c'est dans la même stratégie que la coalition oui, peut-être, mais pas pour s'opposer, puisque nous avons signé ensemble des accords. Attendons voir. Peut-être pour réclamer certains droits, ça on comprendrait, mais pas pour s'opposer, parce qu'on a signé les accords. Voilà. Vous êtes membre du gouvernement depuis plusieurs années, mais les Gabonais ne vous connaissaient vraiment pas trop jusqu'au jour
où vous avez touché leur cœur avec votre mise en garde contre les citoyens délicats. Bref, nous y reviendrons. Juste pour vous demander de vous présenter à nos auditeurs, quel est votre parcours professionnel avant de vous engager en politique? Ah bon? Moi, je pensais que tous les Gabonais connaissaient mon parcours, puisque avant d'entrer en politique, j'étais avocat. Oui. Et tout le monde a vu, je crois, le monde entier, lorsque j'ai défendu le dossier à la Cour constitutionnelle, le dossier de l'élection présidentielle de 2016. Donc, c'est le monde entier, le monde entier. Oui, l'élite. Voilà. Même les populations, puisqu'on sortait d'une élection présidentielle, je crois que tout le monde a vu ça. Bon, je peux vous dire en substance que moi, je suis avocat. J'ai commencé en 92, en 1992, je crois. J'ai prêté serment en 92 et je suis resté avocat jusqu'au jour où je suis rentré au gouvernement. Parallèlement, je suis enseignant à la faculté de droit, enseignant permanent à la faculté de droit et des sciences économiques au département de droit privé. Donc, je suis maître assistant à la faculté de droit au département de droit privé et j'ai soutenu une thèse sur les droits de la défense en matière pénale. Voilà, donc je travaille beaucoup sur les droits de l'homme, les droits de la défense, les droits des minorités, les droits des personnes particulièrement fragiles. Voilà, donc enseignant. Et j'ai été aussi admis comme avocat à la Cour internationale des droits de l'homme, à la Cour africaine des droits de l'homme. Je suis également avocat à la Cour africaine des droits de l'homme, donc en Tanzanie, à Arusha. Donc j'allais souvent défendre des dossiers là-bas qui rentrent dans le cadre des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme, c'est un peu le pendant de la Cour européenne des droits de l'homme qui est à Strasbourg. Voilà, donc c'est un peu le parcours. Et j'arrive au gouvernement en 2016 jusqu'à aujourd'hui et j'ai fait beaucoup de ministères. J'ai commencé par le ministère des Relations avec les institutions chargées du dialogue politique, après le ministère de la Justice, le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Éducation nationale et actuellement je suis au ministère de la Bonne Gouvernance. Ministère de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption. Voilà. Le prétexte de votre invitation ici. Oui. Pour commencer, qu'est-ce que c'est la bonne gouvernance d'après vous? Bon, moi j'ai essayé de la définir à plusieurs reprises. La bonne gouvernance est un ensemble de règles, est un ensemble de règles, de droits et d'éthique. C'est-à-dire qu'il faut là-dedans des règles de droit et des règles d'éthique qui améliorent le fonctionnement d'un État. C'est l'ensemble de ces règles-là, les règles de droit et des règles d'éthique qui assurent le bon fonctionnement d'un État. On appelle habituellement la bonne gouvernance. C'est-à-dire quand vous respectez ces règles-là, vous pouvez atteindre l'idéal. Parce que la bonne gouvernance n'est pas assise quelque part. C'est pas quelque chose que vous allez prendre. La bonne gouvernance, c'est un idéal. C'est-à-dire, lorsque vous avez établi cet ensemble de règles de droit et d'éthique, et lorsque vous les mettez en application, il y a des indicateurs qui peuvent faire dire à des spécialistes qu'il y a bonne gouvernance ou qu'il n'y a pas bonne gouvernance. Donc c'est un idéal, c'est pas quelque chose de concret, de pratique que vous allez prendre quelque part ou trouver quelque part. Mais c'est un idéal, c'est un peu comme les droits de l'homme. On veut atteindre quelque chose. Donc la bonne gouvernance, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque on procède à des notations des États, on tient compte des indicateurs. Et si ces règles sont réellement et effectivement appliquées dans le pays, et ce sont ces indicateurs-là qui permettent à des spécialistes de dire que dans tel ou tel pays, il y a la bonne gouvernance ou il n'y a pas la bonne gouvernance. Le chef de l'État vous a interpellé lors du premier conseil de ministres du nouveau gouvernement sur cet aspect, parmi les 3 recommandations. Il avait le sens d'exemplarité. C'était quoi? Pourquoi il insiste sur cet aspect? Sur les 3 aspects, il n'y avait pas que l'exemplarité. Oui, il y avait le sens de priorité. Il y avait aussi l'évaluation. Oui. Voilà, parce que dans la bonne gouvernance, il y a également l'évaluation. Parce que vous savez, le grand ensemble, c'est la bonne gouvernance. Et à l'intérieur de la bonne gouvernance, vous avez la lutte contre la corruption, vous avez l'évaluation des politiques publiques, vous avez tout ce qui participe de la bonne gouvernance et tout ce qui participe des règles d'éthique à l'intérieur de la bonne gouvernance. Donc, le chef de l'État a insisté effectivement sur la lutte contre la corruption, qui est un élément
en passant par l'exemplarité des membres du gouvernement. C'est pas seulement les membres du gouvernement, l'exemplarité des agents publics. Voilà, de tous ceux qui manipulent les fonds publics. Bon, l'exemplarité n'est pas seulement face à la manipulation des fonds, même au comportement vis-à-vis des citoyens, des administrés, de la manière dont vous gérez vos collègues, de la manière dont vous gérez vos administrés, de la manière dont vous gérez les syndicats et de la manière dont vous gérez l'administration en général. Donc c'est sur ce plan-là que le chef de l'État a insisté et il a dit qu'il va désormais procéder à des évaluations, c'est-à-dire qu'il va évaluer les projets, ce que nous mettons en place, il va également évaluer les hommes à travers l'exemplarité. Tout ça, c'est pour rechercher quoi, l'efficacité? C'est pour rechercher l'efficacité et surtout le résultat. Parce que la bonne gouvernance, c'est le résultat. On juge la bonne gouvernance, les indicateurs de la bonne gouvernance doivent reposer sur le résultat. Et quel est l'état actuel de la bonne gouvernance dans notre pays? Vous gérez le dossier depuis plus d'1 an. Nous nous situons où? Vous savez, la bonne gouvernance est transversale. C'est pas seulement dans mon ministère. La bonne gouvernance est partout. Toute l'administration. Même là où vous êtes au studio ici, il y a la bonne gouvernance. Vous voyez. Bon, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Nous avons mis déjà un certain nombre de procédures en place. Actuellement, vous savez, avant de passer à la sanction, il faut d'abord passer par la pédagogie. Il faut apprendre, parce que ce serait quand même illogique de venir brutalement demander la sanction alors que personne ne sait rien de la bonne gouvernance. Donc, ce que nous essayons de faire, si vous avez suivi ces derniers temps, la semaine dernière ou la semaine d'avant, nous avons organisé un séminaire des secrétaires généraux de tous les ministères. Il y avait 36 secrétaires généraux de tous les ministères. Nous l'avons organisé par visioconférence, où les experts conférenciers étaient depuis le Burkina, le Sénégal, la France, et ils étaient en contact avec tous les secrétaires généraux du Gabon. Donc, ils ont fait à la fois la théorie et quelques cas pratiques par visioconférence. Donc, on veut d'abord, dans le cadre de nos missions, privilégier la pédagogie, c'est-à-dire que nous allons multiplier les séminaires. Nous allons faire des séminaires non seulement aux secrétaires généraux, mais à tous les directeurs généraux, à l'ensemble des agents publics, y compris les agents publics qui sont dans l'administration parlementaire et ceux qui sont dans les collectivités locales. C'est-à-dire que dans les mairies et dans tout ça participe de la bonne gouvernance. Nous avons besoin de la bonne gouvernance à tous ces niveaux-là. Donc, ce n'est que lorsque nous allons terminer avec cette pédagogie que nous allons passer à la sanction. C'est-à-dire qu'on va leur dire, on vous a déjà dit ce que vous devez faire, mais nous avons l'impression que vous ne voulez pas le faire. À partir de ce moment, nous serons obligés de sanctionner. Le cadre juridique et répressif est déjà préparé? Le cadre juridique, il est préparé depuis 2003. Il est préparé avec la mise en place de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. On avait déjà préparé le cadre juridique. Il y a eu plusieurs lois, notamment 2. Une loi sur le fonctionnement et une autre loi qui définit les infractions, et ainsi de suite, qui sanctionne la corruption et les infractions assimilées. Monsieur le ministre, justement, en rapport justement avec cette loi de 2003, oui. On a l'impression que le gouvernement n'a pas respecté cette disposition, puisqu'on a vu beaucoup de ministres déjà en activité, mais n'ont pas encore déclaré leurs biens auprès de la commission. Non. Sur ce plan-là, effectivement, nous en avons pris conscience. J'ai demandé à rencontrer Madame Premier ministre pour qu'on demande à tous les ministres, avant de prendre réellement leurs fonctions. Les ministres qui ont pris les fonctions, bon, il y a eu quelques passations de services. Mais ils ont commencé déjà à rencontrer les organismes internationaux et tout le reste. Ils sont dans leur mission déjà. Oui. La loi le dit. La loi dit que avant la prise de fonction, bon, chaque ministre ne viendra pas vous dire que en prenant la fonction, il a déjà fait la déclaration de ses biens et chacun ne viendra pas vous le dire à la télévision. Mais ce que je sais, c'est que quand le secrétaire général du gouvernement procède à des passations, en même temps, il amène par-devers lui les formulaires qu'il distribue aux membres du gouvernement et qu'il les remplissent immédiatement. Donc, c'est une démarche de la bonne gouvernance. C'est une démarche de la bonne gouvernance. Qui doit être officialisée, publique, parce que les Gabonais doivent quand même voir comment les membres du gouvernement aillent se plier à cet exercice. Bon, nous allons peut-être le faire à travers la presse, mais la loi ne fait pas obligation de le faire à travers la presse. Est-ce qu'il y a une traçabilité? Il y a la traçabilité. C'est que, par exemple, ceux qui sont sortis, est-ce qu'ils sont revenus faire le bilan pour qu'on évalue ce qu'ils ont eu?
déclarer avant, à l'entrée en fonction, et après? Bon, je vais vous dire, la loi de 2003, elle dit que tout dépositaire de l'autorité de l'État est astreint à l'obligation de déclarer ses biens avant son entrée en fonction. Tous les 3 ans, pendant qu'il est en fonction, et au moment de la cessation de ses fonctions. Bon, celui qui entre, je viens de vous dire ce qui se passe habituellement, c'est que quand on fait les passations de service, le secrétaire général du gouvernement prend soin de distribuer en même temps les formulaires. Parce qu'au niveau du gouvernement, nous avons déjà récupéré les formulaires au niveau de la commission. Donc on remet ça directement aux membres du gouvernement quand ils prennent les fonctions, parce que la prise de fonction se fait à travers les passations de charges. Donc je suis convaincu, je peux pas le demander à chacun, mais je sais que c'est ce qui se passe habituellement. Ceux qui rentrent pour la première fois, on leur remet ce formulaire, ils le remplissent et ils vont le déposer à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est elle qui le reçoit et le met sous enveloppe scellée, pour qu'on s'assure un peu de l'évolution de votre patrimoine et voir si réellement ce patrimoine correspond à vos revenus réels. Bon, tous les 3 ans. Et à la fin, lorsque vous êtes démis de vos fonctions, avant de partir également, c'est-à-dire que lorsque vous faites la passation, parce que ce qui matérialise la démission, ce n'est pas seulement le décret, mais c'est quand vous faites la passation maintenant, vous remettez le ministère à un autre ministre. C'est à ce moment-là que vous devez également faire votre déclaration pour dire que aujourd'hui je cesse les fonctions, voilà ce que j'ai eu comme bien. Et le secrétaire général du gouvernement, lorsqu'il fait cette passation, il s'assure également que celui qui part a déjà rempli son formulaire de déclaration des biens. Donc voilà un peu comment ça se passe dans la pratique. Monsieur le ministre, une petite précision. Il s'agit des biens publics. Oui. Mais lorsqu'on déclare, il y a aussi une partie des biens privés. Non. Je vais vous dire ce que la loi dit dans la déclaration. Dans la déclaration, vous devez déclarer les biens meubles et immeubles qui vous appartiennent, vous. Biens privés, vos propres biens. Ce qui est transmis à travers les passations de services, ce sont généralement les biens du ministère, les meubles du ministère, plus les dossiers du ministère. Ça n'a rien à voir avec la déclaration de biens. Ça, on ne met pas ça dans la déclaration de biens. Non, et c'est cette passation que nous avons l'habitude de couvrir et de voir dans la passation. Mais la passation traçabilité au niveau des biens particuliers, la déclaration les Gabonais s'interrogent. La déclaration de biens, elle ne fait pas l'objet d'une publicité. La loi ne le prévoit pas encore, même en France. Ce qui se fait aujourd'hui à la suite d'un avis du Conseil de l'Europe, seulement en Europe, un avis du Conseil de l'Europe qui a demandé à ce que les États prennent des dispositions pour publier les déclarations de biens. Et vous voyez, bon, mais le problème qui se pose, c'est qu'on risque de tomber sous le coup de l'atteinte à la vie privée. Parce que ce qui est mis dans cette déclaration, il y a beaucoup de vie privée. Vous avez là-dedans les biens meubles et immeubles qui vous appartiennent. Les biens meubles et immeubles qui appartiennent à votre épouse. Les biens meubles et immeubles qui appartiennent à vos enfants mineurs. Vous voyez, il y a beaucoup de secrets dedans. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière publique. Il faut sécuriser ce type d'information. Il faut sécuriser l'information. Mais, petit à petit, le Conseil de l'Europe demande aux États actuellement d'essayer de faire un effort pour faire en sorte que ces déclarations de biens soient rendues publiques. Mais il se pose un problème de droit de l'homme, c'est l'atteinte à la vie privée. Donc, ce qui se fait, on donne à une commission qui a prêté serment et qui est chargée d'analyser ces choses. Si elle trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques, à partir de ce moment, la commission ouvre une enquête, demande au procureur de la République de faire une enquête pour savoir exactement pourquoi il n'y a pas de cohérence dans telle ou telle déclaration. Alors finalement, quelle relation y a-t-il entre vous qui êtes le patron du ministère en charge de la promotion de la lutte contre la corruption, et la commission nationale de lutte contre la corruption? Moi, je préfère passer par exemple, vous allez comprendre très vite. D'accord. La commission, c'est une autorité administrative indépendante. Une autorité administrative indépendante. Vous, par exemple, une autorité administrative indépendante, elle collabore avec le ministère. D'accord. Elle est chargée de l'exécution et nous sommes chargés de mettre en place les politiques publiques. C'est nous qui définissons les politiques, les grandes orientations, on définit les politiques. Donc, je disais que il suffit de vous prendre votre propre exemple, le ministère de la Communication et Gabon Première. Gabon Première est devenu un EPIC. Effectivement. Mais voilà. Nous, c'est Radio Gabon. Radio Gabon. Oui. Pareil, comme Radio Gabon, je crois que vous êtes non, nous sommes un EPA. Ah, vous êtes EPA. Oui. Ah, ouais. Mais c'est le cas de Gabon Première Télévision. Voilà. Donc, c'est une institution qui a une autonomie de gestion,
Et le ministère de la Communication définit les politiques publiques. Ce n'est plus le ministère de la Communication qui gère Gabon Première. Donc, c'est pas nous qui gérons la commission. La commission est une autorité administrative indépendante. Mais les politiques publiques, les nominations, tout ce qui se passe par décret, les gens qui les représentent au niveau du gouvernement, s'ils ont des observations à faire, s'ils veulent faire quelque chose auprès du gouvernement, le relais, c'est le ministre de la lutte contre la corruption. Comme vous avez votre relais, c'est le ministre de la Communication. Donc c'est un peu comme ça. Pourquoi? Parce que la commission est un organe judiciaire. Il procède aux enquêtes et il saisit le procureur de la République. Ce sont les officiers de police judiciaire spéciaux qui sont établis par la loi. Ils font le même travail que les agents et les officiers de police judiciaire. Ils font des enquêtes. Donc ils relèvent du pouvoir judiciaire. Est-ce que vous voyez? Vous suivez bien? Or, nous sommes du pouvoir exécutif. Donc nous ne pouvons pas gérer en raison de la séparation. En raison de la séparation des pouvoirs. Ils sont du pouvoir judiciaire, puisqu'ils sont chargés de faire des enquêtes et d'amener la personne vers la sanction, c'est-à-dire d'amener au tribunal. Et nous sommes là pour définir les politiques publiques, comment la politique de la lutte contre la corruption doit fonctionner. Quelles sont les grandes orientations? Quelles sont les stratégies de lutte contre la corruption? Parce que au sein de cette stratégie, on n'a pas que la commission de lutte contre la corruption comme autorité administrative indépendante. Il y a aussi la NIF, l'agence qui lutte contre le blanchiment d'argent, l'agence nationale d'investigation financière. Donc c'est aussi un organe d'exécution qui est chargé de vérifier les mouvements et de contrôler les cas de blanchiment d'argent. Donc il y a beaucoup d'organes comme ça qui travaillent avec le ministère ne donne que les grandes orientations. C'est le ministère qui prépare les textes, c'est le ministère qui prépare le reste. D'accord. Monsieur le ministre, on a vu dans la presse, des titres, ciel sombre pour Marc Ropivia. Le professeur Ropivia est inquiété par le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance. Alors, comment comprendre? Puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait séparation, est-ce que c'est vous qui devez poursuivre le recteur, semble-t-il, vous avez saisi le parquet? Est-ce que c'est vous qui saisissez le parquet ou bien c'est la commission nationale d'enrichissement illicite? Bon. Peut-être que les titres... La loi donne la possibilité à tout citoyen de dénoncer les faits, des faits qui ont un caractère pénal. Ça, c'est la loi. Dans l'ensemble, la loi donne la possibilité à tout citoyen de dénoncer des faits constitutifs d'infraction pénale. Donc, à ce titre, nous, en tant qu'un organe de l'exécutif, nous avons parfaitement le droit de dénoncer des faits qui ont une connotation pénale. Donc, nous, on saisit soit le procureur de la République qui déclenche les poursuites et qui est aussi un officier de police judiciaire, le procureur de la République, il fait office d'officier de police judiciaire, soit on le saisit, soit on saisit la commission qui joue le même rôle que le procureur de la République et les officiers de police judiciaire. Bon, dans notre cas, en tant que citoyen, en tant qu'un organe de l'exécutif, nous avons saisi les deux. Nous avons saisi le procureur de la République et la commission de lutte contre la corruption. Mais c'est le procureur de la République qui le premier a fait diligence. À la suite de ça, le procureur de la République a saisi la police judiciaire, la section financière, qui est chargée d'enquêter sur les crimes économiques. Et ce sont eux, en réalité, qui sont chargés de cette enquête-là. Ce n'est pas le ministère. Chacun fait son travail. Nous, notre travail, c'est qu'en tant qu'organe de l'État, en tant que ministère de l'exécutif, comme la loi donne la possibilité à tout citoyen, à tout organe, de saisir le procureur de la République et l'autre pour dénoncer des faits qui sont constitutifs d'infractions pénales. C'est dans ce cadre-là que nous aussi nous avons saisi. La loi ne nous l'interdit pas. Et sur quel support vous avez vous a remis la loi de 2003. Les supports, les documents. Les documents. Pour constater qu'il y a peut-être que les Gabonais ne le savent pas. Dans le cadre effectivement de la mise en place de la bonne gouvernance, les Gabonais ont le droit de dénoncer certaines pratiques à notre ministère. Et c'est sur la base de ces charges-là, de ces pièces-là, que nous étudions le dossier, on le regarde et on le transmet aux autorités. Donc vous, si vous êtes victime d'une injustice qui porte atteinte aux règles d'éthique et de bonne gouvernance, vous avez parfaitement le droit de nous saisir pour nous dire que vous qui vous occupez des grandes politiques publiques relatives à la bonne gouvernance, le fait que je viens de subir, le fait dont je viens d'être victime relève de la bonne gouvernance. Est-ce que vous pouvez trouver une solution pour moi? À partir de ce moment, on étudie le dossier. S'il y a des éléments suffisamment probants à l'intérieur, on prend ces éléments, on les envoie au procureur de la République ou à la commission. Donc, nous avions des éléments probants. Et c'est à la suite de ces éléments probants-là
que le procureur et les officiers de police judiciaire ont instruit le dossier. Vous aviez déjà plusieurs dossiers de ce genre? Nous avons plusieurs dossiers et nous allons les examiner au fur et à mesure et saisir la justice. D'accord. À ce niveau, monsieur le ministre, on voit bien que l'ancien recteur est soupçonné de corruption, enrichissement illicite et détournement des deniers publics. Mais à côté, de nombreux Gabonais vous attendent sur la monnaie et des explications sur l'argent retrouvé au domicile de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État et ses proches incarcérés à la prison centrale. Que répondez-vous à ce niveau? Mais ce dossier est déjà entre les mains de la justice. Vous voulez que moi je dise encore quoi? Notre rôle, c'est de saisir la justice lorsque nous constatons qu'il y a commission de faits constitutifs d'infraction pénale. Nous saisissons la justice et après, ce n'est plus notre devoir, ce n'est plus notre rôle, c'est le rôle de la justice. Ce dossier est déjà entre les mains de la justice et il appartient à la justice de rendre une décision. De le juger. Là, le dossier est entre les mains de votre collègue maintenant. C'est maintenant le pouvoir judiciaire. Non, ce n'est pas le travail du ministre de la Justice. D'accord. Le pouvoir judiciaire est entre les mains des juges. Oui, ce n'est pas la justice. C'est le pouvoir judiciaire est indépendant. Le ministre de la Justice, il est là comme nous sommes dans la bonne gouvernance. On définit seulement les politiques publiques. Vous donner les orientations les grandes orientations, voilà. Le ministère de la Justice définit les grandes orientations. J'ai été ministre de la Justice, on définit les grandes orientations, mais nous n'avons pas le droit d'imposer des décisions aux juges. Voilà, Monsieur le ministre, on peut dire que votre appel a été entendu lorsque vous avez, je disais tantôt, que les Gabonais vous ont surtout remarqué lorsque vous avez touché leur cœur en demandant aux Gabonais qui connaissaient les corrompus de les amener, de les dénoncer. Je crois que c'est ce qui commence à se faire, puisque vous avez déjà plusieurs dossiers. Nous avons déjà plusieurs dossiers que nous commençons maintenant à exécuter, à examiner. Et vous allez voir au fur et à mesure, tous ceux qui se livrent à ce genre de pratiques, ils vont être pris par la justice. Et nous sommes en train d'examiner minutieusement tous les dossiers, un à un. Et nous allons vous informer. Nous n'allons pas anticiper sur la décision du juge, mais nous allons tout simplement vous dire que nous avons de bons éléments qui laissent croire qu'il y a eu infraction pénale quelque part et que ces personnes-là doivent être poursuivies. On demande l'ouverture d'une enquête. Voilà. Je pense que ça reste conforme à ce que j'avais dit. Ce que j'avais dit dans ma déclaration, que nous allons poursuivre tout le monde, tout ce qui se livre. Et que ce serait un engagement personnel. Un engagement personnel, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons commencé par ce dossier-là. Nous allons également atteindre d'autres dossiers. Donc on peut dire que les supposés corrompus ne seront plus en paix dans leur sommeil, comme vous l'avez dit. Mais bien sûr. Actuellement, est-ce qu'ils sont encore en paix? Avec ce qui s'est déjà passé, vous-même voyez qu'ils ne sont plus en paix. Hein? Monsieur le ministre qui est corrompu, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'ils sont dans quelle tranche de la société, dans quelle cible, c'est qui la cible? Les corrompus sont où? Non, madame, le corrompu, c'est-à-dire que ex nihilo, de façon théorique, vous ne pouvez pas déterminer que tel est corrompu. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous faisons, c'est que si nous constatons qu'il y a des faits qui laissent croire qu'il y a eu commission d'une infraction pénale, on demande à la justice. Mais la confirmation de la qualité de corrompu ou de corrupteur, elle ne peut être faite que par la justice, à la suite d'une décision de justice qui condamne ces personnes. Donc, on ne peut véritablement être traité de corrompu. On ne peut pas, de ex nihilo, décider que tel est corrompu. C'est à la suite d'une décision, d'une condamnation définitive, qu'on détermine que la personne est corrompue. Est-ce qu'il y a une classification? Par exemple, grand corrompu, corrompu moyen? Un corrompu, c'est un corrompu, mais il y a quand même certaines études, notamment les sociologues qui essaient de faire des études là-dessus. Il y a aussi des professeurs de droit qui essaient de faire des analyses. Ce qui est évident, c'est que le petit corrompu, c'est celui qui a été quand même condamné pour un cas de corruption assez léger. Et celui qui est condamné pour un grand cas de corruption, c'est un grand corrompu. Donc je crois qu'on tient compte de la gravité de l'infraction et de la gravité et de la sévérité de la sanction. C'est-à-dire que le corrompu qui est condamné à 2 mois d'emprisonnement n'a pas le même poids que le corrompu qui est condamné à la réclusion criminelle ou à mort.
Donc, la peine de mort n'existe plus. Donc, à la réclusion criminelle. Donc, c'est un peu cette classification, mais ça n'a rien de juridique. C'est une classification d'école. C'est tout simplement des écoles qui essaient de classifier les corrompus. Mais généralement, les corrompus, les plus grands corrompus sont ce qu'on appelle les corrompus en col blanc. Les cols blancs, c'est vraiment des grands, les hommes d'affaires, les affairistes, ce qu'on appelle les corrompus en col blanc. Les membres du gouvernement. Voilà, les membres du gouvernement, tout le reste, ce sont les grands corrompus. Mais la corruption, c'est une interaction entre deux parties ou plusieurs. Souvent, on parle dans votre langage de corruption active et pour corruption passive. Oui, et vous mettez l'accent sur les corrompus. Et que fait-on des corrupteurs? Non, c'est-à-dire que je vous ai dit que je suis professeur d'université. Il y a les termes judiciaires et les termes universitaires. Le terme judiciaire qu'emploie la loi, c'est la corruption active et la corruption passive. Mais dans le langage commun, on les considère comme des corrompus. Tous sont des corrompus. Dans le langage commun, tous ceux qui se livrent à la corruption sont des corrompus. Mais ça, c'est la définition générale. Mais si vous prenez maintenant stricto sensus, comme le veut la loi parle de corruption active pour celui qui propose la corruption et corruption passive pour celui qui reçoit les fruits de la corruption. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, comme notre rôle, c'est d'abord de lutter contre la corruption de la finance publique. Or, dans la finance publique, il y a beaucoup plus la corruption passive. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus dans la notion de corrompu. Parce que nous, on lutte contre la corruption dans la fonction publique, c'est-à-dire la corruption de l'argent public. Or, dans l'argent public, dans la corruption de l'argent public, la majorité des gens que nous voulons vous remettre sur le chemin, on peut les traiter de corrompus parce que c'est souvent la corruption active et passive. Ils reçoivent, les fonctionnaires reçoivent. Les fonctionnaires ne se livrent pas beaucoup à la corruption active. Ils sont beaucoup plus les agents publics sont beaucoup plus dans la corruption passive parce qu'ils reçoivent. Ils reçoivent des cadeaux, ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent des ristournes. Voilà, c'est pour ça que nous insistons beaucoup sur la notion de corrompu. Donc, il y a une notion juridique et une notion générique, globale, qui est le corrompu. Parce que généralement, dans la rue, quand les gens parlent, ils vont pas vous dire que c'est le corrupteur. Ils vous disent toujours, c'est un corrompu, laisse-moi tranquille, c'est un corrompu. Mais monsieur le ministre, beaucoup vous attendent sur les procédures liées au grand chantier, notamment l'abandon des travaux du stade Omnisport. Il y a également le palais présidentiel de Tchibanga. À côté de ça, il y a les rapports annuels de la Cour des comptes et la Commission nationale d'enrichissement illicite. Pour ceux qui essaient de réfléchir à ce niveau, quelle orientation ou encore quelle explication vous donnez par rapport à cela? Mais je vous ai dit tout à l'heure que parmi les priorités que le chef de l'État a envisagées, parmi les priorités que le chef de l'État a définies, il y a l'évaluation et l'exemplarité. Bon, là, nous venons de parler de l'exemplarité, mais il y a l'évaluation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préjuger que l'arrêt de ces travaux est la conséquence de la corruption. Il faut d'abord évaluer, il faut faire des audits. Donc, on évalue les politiques publiques et on fait les audits. C'est à la suite de ces opérations-là qu'on peut réellement dire ce qui s'est passé, s'il y a eu corruption ou s'il n'y a pas eu corruption. Donc, d'emblée, on ne peut pas dire que si les travaux se sont arrêtés, il y a eu corruption, il faut que le ministre de la Corruption fasse quelque chose. C'est ne pas bien connaître les choses, vous voyez. Il faut qu'on fasse d'abord ce travail d'évaluation. Et le chef de l'État a insisté sur l'évaluation en disant, on fera l'évaluation à la fois des projets, c'est ça l'évaluation des projets, à partir des indicateurs concordants, logiques et concordants, les indicateurs que nous allons trouver. Le travail de la Cour des comptes étant un indicateur important, parce que eux, ils font souvent des audits et des contrôles. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre d'apprécier si c'est le fruit, c'est la corruption, qui est la conséquence, si l'arrêt des travaux est la conséquence de la corruption.
Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est ça. Ce que nous allons d'abord faire, c'est d'évaluer ces projets-là et de voir exactement ce qui s'est passé. S'il est démontré qu'il y a eu des faits qui vont dans le sens de la commission d'une infraction pénale, à partir de ce moment, nous allons intervenir. Monsieur le ministre, justement, on connaissait Maître Nkeya comme grand avocat. C'est pas moi qui le dis, c'est connu. Mais depuis quand avez-vous adhéré au Parti démocratique gabonais? Moi, je suis rentré au Parti démocratique gabonais en 2007. Et moi, j'ai commencé par le bas, tout en étant avocat. J'ai commencé par le bas, j'ai commencé par être membre du Conseil national. Et à l'époque du feu président Omar Bongo. Et un an après, j'ai été élu sénateur PDG. Un an après, c'est-à-dire en 2008, j'ai été élu sénateur PDG. Vous ne pouvez pas être élu sénateur PDG sans être du parti. Vous voyez, donc, j'ai passé 5 ans au Sénat. J'étais 5e vice-président du Sénat. J'ai passé 5 ans. Donc, même étant au barreau, vous étiez avocat militant. Voilà, j'étais avocat. J'ai toujours été avocat militant. Donc, ça devrait vraiment pas poser de problème. Et je vous dis très bien que j'ai commencé par le bas. Je n'ai pas commencé directement par le sommet. Et aujourd'hui, vous êtes, on peut dire, la première personnalité politique du Wollentem. Vous êtes membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour le compte de cette province. Et nous constatons, après avoir reçu ici un autre cadre de ce parti, de la province du Wollentem, qui nous a fait état de la conception traditionnaliste de la femme qui n'avait pas droit au pouvoir et qu'il aurait commis une étude qui montre qu'effectivement les notables, les cadres du Wollentem n'étaient pas vraiment pour la promotion de la femme, disons les choses. Et lorsqu'on voit la nouvelle composition du gouvernement, il n'y a aucune femme du Wollentem. Est-ce qu'on peut dire que c'est de votre faute, la faute de la hiérarchie pédagogiste du Wollentem? Mais celui qui vous le dit, moi je pense qu'il n'a pas fait une étude et il n'a même pas suffisamment réfléchi. Parce que la province du Wollentem est une province agricole. Et les personnes qui sont au centre de l'agriculture, ce sont les femmes. Quand vous allez dans le Wollentem, vous passez dans les villages la journée, vous allez trouver les hommes assis au corps de garde, soit en train de tisser des lianes, soit en train de raconter. Vous passez un peu vers 15 heures, c'est la situation. Vers 17 heures, vous allez voir comment les femmes sortent de la forêt avec des paniers remplis pour venir nourrir les gens au village. Donc en fait, la femme, c'est l'élément central de la vie dans le Wollentem. Parce que c'est elle qui est au centre de l'agriculture. Et quand elle rentre le soir, c'est elle qui vous amène là à manger. Elle fait à manger de 17h jusqu'à 19h. Elle donne à manger à son mari, elle donne à manger à ses enfants. Le mari est là. On a même l'impression que ce sont les femmes qui nous gardent dans le Wollentem. Donc le Wollentem, c'est une province qui a beaucoup de respect pour la femme et qui reconnaît le statut de la femme. Bon, mais pour ce qui est du gouvernement, c'est le président de la République qui apprécie avec le Premier ministre. Mais ce que les gens oublient, c'est que en 2016, 2017, 2008, il y avait dans le Wollentem que des femmes. J'étais le seul homme en 2016, jusque je crois en 2019. Il y avait que des femmes. Donc le Wollentem a toujours eu des femmes. Bon, si cette fois-ci le chef de l'État n'a pas trouvé ou alors n'a pas décidé de mettre une femme, moi je ne crois pas qu'on peut nous faire ce reproche au niveau du Wollentem. Nous avons toujours considéré les femmes. Au moment où on parle de la décennie de la femme et que l'on mette toute une province, que des hommes sans une partie, le respect de la pro-genre, ça pose quand même problème. Non, la décennie de la femme n'a pas commencé aujourd'hui. Elle existe depuis longtemps, c'est depuis 2015. Elle veut peut-être évoquer une question de parité. De parité, qui doit être permanente. C'est pas par étapes. Vous savez, en politique, il y a beaucoup de considérations. C'est tout le problème. J'ai même retrouvé cette situation un peu dans la recherche universitaire. Même dans les concours d'agrégation, on nous demande de tenir compte du genre. Mais il est arrivé que certains jurys soient de mauvaise qualité parce qu'on a forcé le genre. On ne doit pas aussi forcer le genre. Si on ne le trouve pas quelque part, on le prend ailleurs. Vous voyez. À un moment donné, le chef de l'État lui-même, il a ses orientations. Il a les orientations, il a les raisons pour lesquelles. Et s'il ne trouve pas la personne indiquée,
il peut effectivement les prendre ailleurs. Dans d'autres secteurs, pas forcément dans le gouvernement. Voilà, dans d'autres secteurs, voilà. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Nous avons beaucoup de considération pour le genre, mais il s'est trouvé que cette fois-ci, la personne qui décide n'a pas trouvé logique de placer une femme dans la province du Wellington. Mais il avait déjà... Le membre du comité permanent du PDG, vous avez fait récemment un don de masques aux populations du Wellington. Comment avez-vous fait pour parvenir ces masques aux populations du Haut-Congo-Méduneux qui sont presque coupées du reste du pays parce qu'il n'y a pas la route? Est-ce que vous avez vérifié que ces masques sont arrivés à bon port? Mais je ne sais pas, vous me dites que vous suivez très bien l'actualité. Dernièrement, vous n'avez pas vu que le ministre délégué lancer les travaux, oui, les travaux, ça se lance, c'est presque le quotidien. Le ministre délégué est allé jusqu'à la mairie de Médounou. Elle a même organisé une réunion à la mairie de Médounou. Si le ministre délégué a pu arriver à la mairie de Médounou, c'est que les populations de Médounou ont la possibilité de circuler. C'est-à-dire qu'ils ont pris des voitures, des véhicules adaptés. Non, là, on a pris des raccourcis. Ils ont fait des travaux dans les tronçons qui étaient les plus difficiles. Donc, nous, quand on a distribué les masques, les personnes passaient déjà. C'est la distribution à OIM, je crois qu'elle s'est passée avant, mais la distribution dans les départements s'est passée après. Donc, les populations de Médounou ont pu recevoir régulièrement leur colis. Monsieur le ministre, partagé. Vous êtes très engagé du côté de Minvoul avec le financement des travaux de construction d'un établissement secondaire, notamment à Bolsoville, l'appui à la mairie de Minvoul pour l'amélioration des voiries et surtout l'achat des engins, ce qu'on a vu dans la presse, pour l'entretien du tronçon routier départementaux et communaux. Quand on sait que l'axe Minvoul et Oyem, c'était pas facile de circuler. Pourquoi un tel engagement, monsieur le ministre? Mais en tant que membre du gouvernement et homme politique, c'est de mon devoir d'accompagner le gouvernement dans la promotion de certaines actions. Bon, quand je m'engage sur l'établissement de Bolsoville en tant que député de Bolsoville, parce que je suis le député de Bolsoville. À l'époque, j'étais ministre de l'Éducation nationale. C'est vrai que j'ai utilisé mes propres moyens, doucement, pour essayer de faire cet établissement-là. Mais j'avais au sein de... Quand j'étais ministre, il y avait l'expertise. C'est-à-dire que j'avais des gens qui pouvaient réfléchir parce que il y a ce qu'on appelle la carte scolaire. Donc on ne met pas les établissements n'importe comment et on ne les met pas en place n'importe comment aussi. Donc j'ai quand même beaucoup travaillé dessus et nous avons le devoir en tant que membre du gouvernement. Déjà quand vous faites de la politique, les populations ne font pas la différence entre le membre du gouvernement et l'État. Ils ne font pas la différence entre le membre du gouvernement et l'État. Quand ils vous aperçoivent là-bas, ils vous présentent des doléances parfois qui reviennent à l'État. Si vous leur dites que, en tant que député, vous n'avez rien à voir avec l'État, ils ne trouveront pas ça logique. C'est ce qui nous amène le plus souvent quand on sent que l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire, donc on sent que l'État a une petite défaillance quelque part. Si nous avons la possibilité de le faire, on demande des soutiens par-ci, par-là. Et généralement, quand vous voyez ce genre de titres, le membre du gouvernement ne fait pas cela seul. Nous sommes souvent aussi accompagnés par les cadres de la localité. Nous sommes accompagnés par les autres députés. Vous voyez, donc on ne le fait pas seul. Bon, mais la presse fait toujours l'écho, des membres du gouvernement fait toujours l'écho de celui qui est le plus gradé. Mais nous sommes entourés quand même de certains bienfaiteurs. Nous avons beaucoup de bienfaiteurs autour de nous. Donc vous voulez dire que vous, en tant que leader politique aujourd'hui du Wellington, vous n'êtes pas seul. Il y a des cadres qui vous accompagnent. Il y a des cadres qui sont autour de nous. Il y a des cadres et il y a aussi des entreprises qui nous accompagnent. Il n'y a pas que les cadres, il y a aussi les entreprises qui nous accompagnent parce qu'il y a beaucoup de forestiers chez nous. Et comme ces forestiers-là, ils exploitent nos forêts, donc il nous arrive parfois de leur demander de nous aider, notamment un peu au niveau du bois, au niveau des autres composants de la construction. Voilà. Donc on a tous ces éléments-là qui nous permettent effectivement de pouvoir atteindre ces objectifs. Monsieur le ministre, une dernière question. Oui. Beaucoup disent que vous n'êtes pas généreux, c'est-à-dire que vous ne distribuez pas de l'argent parce qu'ils sont habitués à ce type de comportement. Mais est-ce que j'ai le droit de distribuer de l'argent? Non, un ministre n'est pas fait pour distribuer de l'argent. Quelqu'un qui se bat pour la bonne gouvernance, quelqu'un qui lutte contre la corruption, vous allez lui demander de distribuer de l'argent. On parle des petites assistances
lors des deuils, des mariages, des petites doléances des citoyens. Même vous pensez que même vous ne donnez pas souvent. Vous pensez qu'un ministre ou un député, quelqu'un peut être élu député au premier tour. Attendez, je vais vous dire. Vous ne pouvez pas être élu au premier tour. J'ai été élu au premier tour avec le score le plus élevé dans la province du Walendem. Au premier tour, avec le score le plus élevé. Au moins vos détracteurs comprennent. Hein. Plus élevé. Et vous pouvez pas, si vous ne donnez pas aux populations, vous pensez qu'ils vont vous élire au premier tour avec un score aussi important. Et dans une circonscription où vous avez de l'adversité, parce que c'est le député Zibi qui était dans cette circonscription-là. Et comment je peux dire, c'est les gens qui soutiennent, c'est son parti et qui le soutiennent personnellement. Ils sont toujours là pour nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, vous pouvez pas. Donc, je ne peux pas me livrer à ce qui tend un peu vers l'achat de conscience. Oui, le temps qui nous est imparti, nous allons quand même accorder quelques secondes au ministre pour revenir un peu sur la politique de lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous dites aux Gabonais? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ce combat, de votre combat? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes vraiment déterminés, pas en tant qu'individu, mais c'est le gouvernement et le président de la République. Le président de la République est déterminé à lutter contre la corruption. Et il l'a rappelé dernièrement lors du premier conseil des ministres. Il a parlé de l'exemplarité. L'exemplarité ne concerne pas seulement les membres du gouvernement. L'exemplarité concerne tous les agents publics de l'État. Parce qu'il a besoin des résultats. Et pour atteindre les résultats, il faut des gens exemplaires. Le chef de l'État, pour nous accompagner également dans les objectifs qui tendent vers la bonne gouvernance, parce que je vous ai dit que la bonne gouvernance est un idéal, des objectifs qui tendent vers la bonne gouvernance, il a également rappelé la question de l'évaluation. L'évaluation a un double titre. L'évaluation des projets, à partir des indicateurs logiques et concordants que nous allons avoir, pas à partir de simples soupçons, mais également l'évaluation des personnes, quand il parle de l'exemplarité. Donc, nous sommes véritablement déterminés, pas à titre individuel, mais c'est une détermination qui bénéficie de l'onction du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est lui qui est déterminé. Et nous ne faisons que mettre en musique ces grandes orientations. Je vous remercie. Chers auditeurs, tout est bien qui finit bien. L'émission Gabon Politique s'achève pour aujourd'hui. Nous étions avec Maître Francine Keya, le ministre qui est chargé de faire la promotion de la bonne gouvernance et de lutter contre le fléau de la corruption dans notre pays. Un mal qui freine considérablement le développement social, économique et politique du projet de société du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba qui, sur un ton ferme le 8 juin dernier, dans son discours à la nation, avait martelé, je le cite, « Il est capital pour notre nation d'en finir une fois pour toutes avec la corruption qui gangrène nos institutions. » Fin de la phrase. C'est dire que le ministre Nkeya a du pain sur la planche. Monsieur le ministre, merci d'avoir honoré notre rendez-vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Cette émission a été réalisée par Julien Makita, la coordination assurée par Ali Renald Rajumba, sous la supervision de Bertrand Ebiagangwe. À mardi prochain avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.